Ok, parfait. Merci Carole. Bonjour à tous. Pour cette présentation, je vais focuser sur les annonces de sécurité qui ont pu avoir lieu durant l'événement Microsoft Build 2020. Juste une courte introduction. Je suis Microsoft MVP sur les technologies Azure et mon focus est vraiment tout ce qui touche autour de la sécurité de la plateforme Azure. Puis si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon blog ou encore sur mon GitHub. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit pendant la présentation ou après la présentation. J'essaierai de prendre du temps pour y répondre et vous aider. Rapidement, juste un quick disclaimer. Tout ce que je partage, c'est vraiment uniquement mon opinion et ça représente en rien l'opinion de mon employeur et de mes précédents employeurs. Je suis obligé de faire ce slide, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà. Puis avant toute chose, avant de démarrer cette présentation, je voulais remercier les deux communautés, la communauté .NET Québec et la communauté Microsoft Azure Québec, pour m'avoir invité aujourd'hui à vous faire ce retour. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu l'agenda ensemble, en 30 minutes, on va discuter des annonces qui ont pu avoir lieu sur la thématique d'Azure Security Center. On va se plonger un peu plus sur les annonces liées à la partie Key Management avec Key Vault et Azure Disk Encryption. On va voir également un schéma qui a été proposé par Microsoft pour vous aider à rotationner les secrets que vous avez stockés dans votre Key Vault. On va regarder aussi un peu plus en termes d'innovation de sécurité sur la plateforme Azure en elle-même. Quelles sont les dernières annonces? On discutera rapidement à propos des Azure Policy pour AKS. On parlera également du Azure Secure Score API. Et enfin, on conclura cette présentation par la présentation d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Suppression Rules for Azure Security Center Alert. Et je vous ferai une démo pour vous expliquer cette fonctionnalité. Et enfin, dans Identity Capabilities, ce sont des annonces plus d'ordre général qui ont eu lieu. Donc, si on a le temps, on passera un petit peu de temps également là-dessus. Concrètement, au niveau d'Azure Security Center, ça bouge énormément dans les nouvelles grosses annonces qui ont eu lieu au courant du mois de mai. On peut retrouver une annonce qui est vraiment intéressante qui s'appelle le Virtual Machine Vulnerability Assessment. C'est un partenariat que Microsoft a réalisé avec l'éditeur de scan de vulnérabilité Qualys qui vous permet, depuis la console Azure Security Center, de scanner vos machines virtuelles et d'ainsi d'avoir en fait de savoir si vos machines sont à jour, si vos machines ont des potentiels security issues et d'avoir un bulletin de sécurité de vos machines un bulletin de sécurité de vos machines virtuelles Azure. C'est vraiment intéressant parce que historiquement, souvent, la plupart du temps, les équipes sécurité déployaient une machine au sein de l'environnement Azure qui devait avoir accès à un peu à l'ensemble des subnets sur l'ensemble des ports pour faire des scans de vulnérabilité avec des outils comme Qualys ou Nessus. Pour ceux qui connaissent, désormais, en fait, cette fonctionnalité est directement inclue au sein de la console Azure Security Center. Une deuxième grosse annonce qui est la partie Alert Suppression Rules. Je vais revenir par la suite sur cette thématique et je vous ferai une démo. Enfin, il y a eu quelques changements au niveau de tout ce qui touche le Just-in-Time, Virtual Machine Access. Concrètement, vous avez des virtual machines qui s'exécutent dans Azure. Vous avez sûrement des horaires de travail qui sont peut-être de 9h le matin à 5h le soir. En dehors de ces heures-là, vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter sur ces machines virtuelles-là. Donc, vous allez pouvoir en fait créer une règle en fait qui va vous dire j'autorise les connexions en bureau à distance sur mon serveur Windows qui est hébergé dans Azure uniquement entre 9h le matin et 17h le soir, par exemple. L'objectif qui est derrière, c'est quoi? C'est simplement de pouvoir limiter l'exposition des ports de management tels que RDP, SSH de vos différentes virtual machines et donc de limiter l'exposure. Et ainsi, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'avoir
sur une machine virtuelle qui est directement connectée à Internet depuis la plateforme Microsoft Azure, vous allez voir que vous allez recevoir des centaines d'attaques de type brute force, donc des attaques par dictionnaire, où des gens vont essayer en fait de deviner votre mot de passe pour pouvoir rentrer dans votre machine virtuelle et ainsi infecter votre machine virtuelle. Concrètement, après, on a eu quelques autres annonces concernant tout ce qui va être recommandations au sein de la partie, au sein d'Azure Security Center, tout ce qui est recommandations de sécurité. Et on a également un dernier point qui est vraiment important. Afin d'avoir une bonne gouvernance dans Azure, je suppose que vous utilisez un service tel que les Azure Policy qui vous permet de mettre en place des contrôles qui soient des contrôles de sécurité qui soient détectifs, préventifs ou qui vont vous permettre par exemple d'enforcer des tags directement sur vos ressources Azure ou qui vont vous permettre de dire j'autorise le déploiement d'un service tel que App Service Web App, mais uniquement avec le TLS 1.2 directement d'activer, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le rôle des policies. Et plus concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé? C'est que désormais, on peut ajouter des métadatas au niveau de ces policies. Donc, beaucoup d'organisations s'en servent, par exemple, pour faire eux-mêmes par exemple, rajouter un metadata avec la date quand la policy a été déployée, par exemple, ou rajouter des catégories qui vous sont spécifiques, par exemple. Donc, ce genre de choses-là que vous pouvez assez facilement customiser au niveau des policies Azure. Et bien entendu, depuis Azure Security Center, vous avez également une vue sur l'état de vos policies de votre tenant Azure. Concrètement, désormais, si on parle un peu de Key Management, au niveau des updates, Key Management dans Azure, ça fait référence au service qui vous permet de stocker vos secrets, vos certificats dans Azure. Donc, ce service, c'est Azure Key Vault. Par défaut, il y a quelques mois, quand vous vouliez sécuriser ce service Azure Key Vault, la solution, c'était d'utiliser un service endpoint. Sinon, votre Azure Key Vault pouvait être directement accessible depuis Internet. Et puis ça, en tant qu'équipe sécurité, c'est quelque chose que vous voulez absolument pas, même si vous avez une forte gouvernance avec des rôles airbag, des permissions, des access policy au sein de Key Vault. C'est vraiment quelque chose c'est un composant qui est critique de votre infrastructure, donc vous voulez isoler ce composant. Et c'est-à-dire que ce composant soit accessible uniquement depuis, par exemple, depuis un réseau virtuel, donc depuis un VNet, et vous souhaitez qu'il n'y ait aucune autre connexion extérieure à ce service-là. Et donc, pour répondre à cette problématique, Microsoft a sorti donc une solution qui s'appelle Private Link, qui vous permet en fait d'avoir directement un lien dédié entre votre réseau virtuel Azure, donc de votre VNet, et le service Azure Key Vault. Donc, comme ça, vous allez pouvoir accéder à ce service-là uniquement depuis vos machines virtuelles Azure, par exemple. Et donc, si quelqu'un essaye d'accéder à ce service-là depuis Internet, ce ne sera pas possible parce que le nom DNS ne sera même pas résolvable. Quand vous ferez un NS lookup du nom DNS de votre Azure Key Vault, cela pointera sur une adresse IP privée. Donc ça, c'est vraiment, en termes de sécurité, c'est vraiment une belle annonce. Il y a eu d'autres annonces liées à Private Link pour des services comme Cosmos DB, comme EKS par exemple. Donc je vous invite vraiment à regarder ça, surtout si vous êtes en train de faire des phases d'architecture. Donc vous êtes vraiment sur la planche à dessin, si on peut dire ça. Une autre belle annonce qui a été, c'est la possibilité donc de ce qu'on appelle BIO-Key, c'est-à-dire vous générez une clé en dehors de la plateforme Azure et vous allez importer cette clé-là dans Key Vault et l'objectif, ça va être de chiffrer vos données avec ces clés-là. Le plus souvent, en fait, on retrouve ce genre de scénario pour faire face à des enjeux de réglementation, donc de regulatory. Le plus souvent, ça va être essentiellement pour ça, quand on peut avoir une confiance qui peut être, on peut dire, partagée entre la plateforme Azure et nos propres requis de sécurité. Si on ne veut pas que Azure, que Microsoft ait accès à vos clés, vous pouvez générer vos clés à l'extérieur et vous pouvez les importer. Vous pouvez importer après cette clé-là
directement dans Key Vault, et vous pouvez donc bien entendu chiffrer que ce soit des disques ou par exemple une registry telle que Azure Container Registry avec votre clé que vous avez générée à l'extérieur de la plateforme Azure. Et enfin, Microsoft, durant la partie Microsoft Build, est revenu sur une problématique que de nombreux clients ont, c'est-à-dire je crée des services principaux, par exemple, ou je crée des clés dans Azure qui vont être utilisées par mes différents services. OK, c'est super de faire ça, mais comment est-ce que vous rotationnez ces clés? C'est-à-dire, vous avez sûrement de nombreuses organisations, que ce soit financières ou même du secteur de la défense, vous imposent de rotationner ces clés tous les 90 jours. C'est vraiment une bonne pratique de sécurité à adopter. Et si vous faites un peu d'audit de plateforme Azure, vous allez vous rendre compte que souvent, le service principal a été créé ou une access key a été créée pour un service, et puis on s'en sert et puis on rotationne jamais ça parce qu'on se dit oulala, ça va créer un impact directement sur nos applications de production, ça va créer un impact de disponibilité. Tout le monde s'invente de belles excuses par rapport à ça et ne fait pas l'effort d'investir dans la rotation des secrets. Un autre bel exemple que je peux vous donner pour illustrer cette thématique-là, c'est vos employés. Il y a de plus en plus d'attaques qui viennent de ce qu'on appelle les insiders, c'est-à-dire un employé interne à l'entreprise qui va, par exemple, qui a eu accès à un de vos secrets, à une de vos access keys, par exemple, et qui va se faire licencier, ou il va se passer quelque chose. La personne va quitter l'organisation et va utiliser cette clé-là depuis son domicile, par exemple, pour accéder à votre plateforme. Si vous ne faites pas des rotations régulières de vos clés, vous allez vous retrouver avec un historique de 2, 3, 4 ans, par exemple, avec des gens qui vont connaître vos clés et qui pourront accéder directement à votre plateforme. Donc concrètement, pour remédier à cette problématique-là, je vous partagerai le lien avec les slides. Microsoft a fait comme une sorte de blueprint, de white paper pour expliquer l'intégration avec donc Key Vault, votre système où vous allez stocker vos clés, avec un service tel que EventGrid qui va vous permettre, qui va jouer comme le rôle de messager, et une fonction app qui va vous permettre en fait de faire la job de rotation, de créer un nouveau secret et d'updater le secret. D'updater le secret à la fois au niveau de, par exemple dans cet exemple, au niveau du service Azure SQL, et de mettre après à jour ce secret-là directement dans votre voûte de clé Key Vault. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique de sécurité de base, et je suis vraiment content que Microsoft revienne en détail sur cette problématique. Côté plateforme, une autre grosse annonce qui a eu lieu, il se peut que vous ayez des traitements à faire qui soient vraiment confidentiels. Je m'explique. Par exemple, vous avez des traitements vous allez traiter par exemple des PII data, donc des données personnelles. Vous allez faire du traitement de données qui peuvent être vraiment confidentielles, et donc vous allez souhaiter avoir un maximum d'isolation. Et donc, avec les nouveaux processeurs Intel SGX, en fait, vous allez pouvoir faire une isolation directement de la mémoire, en fait. En gros, on parle d'un concept de Secure Enclave qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment une mémoire qui est complètement isolée, qui peut être accessible que par certains jeux d'instructions du processeur. Donc c'est ce qu'on appelle le Azure Confidential Computing. Ça, c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer, surtout au niveau des organisations, que ce soit des organisations financières ou des organisations gouvernementales qui processent des données personnelles, en fait. On ne va pas s'amuser à processer des données personnelles, par exemple de citoyens ou autres, directement avec des machines Azure, ou dans une potentielle éventualité, il pourrait y avoir une compromission de l'espace mémoire qui est partagé au niveau de l'hyperviseur. On s'entend que ce serait du 0,001%, mais cette probabilité peut arriver. Du coup, avec des solutions comme le Intel SGX, et donc d'avoir des Secure Enclave où la mémoire est chiffrée, vous pouvez remédier à ce type de problématique. Le deuxième point, c'est vraiment un point pour les gens qui font affaire avec le support Microsoft sur l'accès à vos données, en fait, depuis une support request.
C'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut vous intéresser. Si vous avez des données qui sont vraiment critiques que vous ne souhaitez pas partager avec un employé du support Microsoft. Une autre belle annonce, il y a eu pas mal d'annonces en sécurité durant Microsoft Build. C'était assez intéressant, c'est ce qu'on appelle, donc je vous ai parlé tout à l'heure des Azure Policy, je vous ai introduit ça. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des Azure Policy pour des plateformes de conteneurs, donc une plateforme telle que AKS, qui est Azure Kubernetes Services, qui est un orchestrateur de conteneurs managés par Microsoft. Donc pour orchestrer vos conteneurs avec la technologie Kubernetes, avant, vous avez la possibilité d'appliquer des policies sur vos ressources, telles que des machines virtuelles, des comptes de stockage. Mais c'était à chaque fois des ressources qui étaient externes. Je m'entends par là, par exemple, si vous créez un pod au sein de votre cluster AKS et vous voulez lui enforcer des tags directement sur ce pod-là, où vous souhaitez appliquer des policies de sécurité pour, par exemple, dire vous autorisez uniquement depuis AKS la création que des internal load balancers, par exemple. Ce genre de choses-là, auparavant, ce n'était pas possible de faire ça. On avait la possibilité on a la possibilité de faire ça en déployant directement une solution qui s'appelle OPA, pour Open Policy Agent, qui va vous permettre de créer donc ces fameuses politiques de sécurité. Directement au sein de votre plateforme AKS. Désormais, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris OPA dans sa dernière version, dans la version V3, et ils ont directement intégré ça dans leur service d'Azure Policy. Donc comme ça, c'est vraiment transparent pour vous. Vous n'avez pas à déployer OPA au sein de votre cluster AKS. C'est vraiment juste un add-on que vous activez pour activer la fonctionnalité de Azure Policy pour AKS. Une autre grosse avancée pour les gens qui sont un peu familiers en sécurité avec la plateforme Azure, souvent pour avoir un état des lieux et avoir un état de notre posture de sécurité, on utilise ce qu'on appelle le Secure Score. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai fait une capture d'écran de ma souscription personnelle, où on peut voir que j'ai un Secure Score qui est de 47%. En gros, c'est un système de calcul de points, parce qu'on peut voir que, par exemple, j'ai une base de données avec des données qui sont sensibles et qui n'ont pas été classifiées. Par exemple, j'ai perdu 1 point pour ça. Ou on peut voir, par exemple, que je n'ai pas de MFA actif au sein de ma souscription. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus grave. Donc, dans ce cas-là, je vais perdre 10 points. Et donc, l'intérêt d'avoir un Secure Score, c'est d'avoir rapidement un tableau de bord que vous pouvez partager avec un manager sécurité ou votre CISO, quelqu'un qui n'est pas forcément très technique, mais qui est capable de voir à un coup d'œil quel est l'état de notre posture de sécurité. Auparavant, on avait ça directement intégré depuis le portail Azure Security Center, mais on ne pouvait pas récupérer ces informations en ligne de commande avec un outil tel que Postman, par exemple. Désormais, c'est quelque chose qui est possible et c'est désormais disponible en général availability. OK, si j'active un petit peu plus, donc si je vais un petit peu plus loin, cette fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle la Suppression Rule for Azure Security Center Alert. Pour ceux qui ne sont pas familiers, au sein d'Azure Security Center, on a un module qui s'appelle Threat Protection, qui va nous permettre de générer des alertes de sécurité et sur des services tels que des comptes de stockage, tels que des bases de données, etc. Le plus souvent, en fait, on utilise cette solution de Threat Protection et donc le résultat de ces alertes de sécurité-là, et on envoie ça directement à notre SIEM, à notre solution de journalisation, ou directement à un service tel que Azure Sentinel. Et puis notre équipe, donc notre SOC, notre équipe d'opération de sécurité va récupérer ces alertes et va faire son travail d'investigation, va contacter l'équipe de Incident Response pour résoudre ce type d'alerte également. Mais dans certains cas, vous pouvez avoir un nombre d'alertes qui peuvent être des faux positifs. Donc c'est des faux positifs qui peuvent être créés à l'issue par exemple,
comment je pourrais vous dire ça, de use cases qui sont vraiment légitimes ou d'alertes, par exemple, qui sont avec une sévérité qui peuvent être faibles, par exemple, des alertes avec une sévérité qui va être, par exemple, à low, et vous allez dire, non, non, moi, je veux vraiment focuser mon activité uniquement sur les alertes qui sont critiques et médiums, par exemple. Et vous allez souhaiter donc masquer ces alertes-là. Donc pour réaliser ça, auparavant, ce n'était pas possible et Microsoft donc, a introduit cette nouvelle fonctionnalité de Suppression Rules. Donc je vais vous montrer ça directement en démo. Concrètement, donc, je suis dans ma console Azure, je me rends dans mon service Azure Security Center. OK, ça charge, donc vous pouvez voir ma posture de sécurité avec mon Secure Score qui est de 47%. Si vous avez ça dans votre organisation, sur votre souscription de production, c'est vraiment pas terrible du tout. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est responsable de ça dans votre équipe sécurité, d'avoir quelqu'un qui est accountable, c'est-à-dire s'il se passe quelque chose, c'est lui qui va être en charge de faire le suivi pour que ce score s'améliore et tend à aller vers un 80-90% pour avoir quelque chose de correct. Donc, vous pouvez voir que dans mon service Threat Protection, j'ai 2 alertes de sécurité qui sont de haute sévérité. Donc, si je clique dessus, on peut voir que ces alertes sont dues à une de mes bases de données qui est directement exposée sur Internet. Donc, un cas horrible. Si vous avez ça en production, je vous déconseille d'avoir ça en production. Dans ce cas-là, j'ai une base de données qui est directement exposée sur Internet et j'ai quelqu'un qui est en train de faire du brute force sur ma base de données, donc sur mon Azure SQL. Et puis, vous pouvez voir que désormais, on a des informations telles que de Threat Intelligence. Donc, vous pouvez voir ici l'adresse IP qui est en question et la ville de l'attaquant. Dans ce cas-là, donc c'est une simulation que j'ai réalisée depuis Toronto. Et on peut voir donc bien entendu qu'est-ce qui est visé, c'est vraiment ma base de données, donc c'est directement la base de données master en fait de mon service Azure SQL que j'utilise. Et on peut voir donc qu'il y a eu 30 fail logging et on a des informations comme quoi on a potentiellement une attaque de brute force qui apparaît. On pourrait dire cette alerte là, moi je veux plus la voir. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est un faux positif, j'ai fait mon investigation, c'est une alerte qui revient tous les matins, enfin tous les 4 matins, et je ne veux plus vraiment voir cette alerte-là. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller directement ici sur l'onglet Suppression Rules. Vous allez pouvoir voir les règles qui sont déjà présentes. Donc, par défaut, vous n'avez aucune règle. Donc, pour cette démo, j'avais fait une autre règle sur une alerte de sécurité de mon cluster AKS. Et on pouvait voir que cette règle avait été créée donc, le 19 mai et que sa date d'expiration était le 19 juin. Donc, si vous voulez créer une nouvelle règle, c'est assez simple. Vous cliquez simplement sur Create New Suppression Rules. Vous sélectionnez la souscription et vous allez donc sélectionner l'alerte en question. Donc, dans notre exemple, il s'agit de Potential SQL Brute Force. Les alertes que vous voyez là, c'est les alertes que vous avez déjà eues dans votre souscription Azure. Et donc là, vous allez pouvoir donner un nom à cette règle, donc Demo Build par exemple, le statut et la raison de pourquoi vous ne voulez plus voir cette règle-là. Par exemple, dans notre cas, on peut dire que l'alerte est vraiment trop bruyante. Donc, vous pouvez mettre un commentaire et vous pouvez définir donc une date d'expiration, c'est-à-dire à partir de quel moment l'alerte que vous avez créée pour supprimer ces alertes de sécurité ne va plus être visible. Une fois que vous avez défini cette date d'expiration, vous pouvez donc tester votre règle. OK. Et vous avez simplement à cliquer sur Apply. Vous pouvez faire l'ensemble de ces opérations directement depuis l'API Azure ou depuis le Azure CLI. Là, je vous le montre graphiquement pour que ce soit parlant pour tout le monde. Donc, vous pouvez voir que ma règle est en place et que désormais, si j'avais de nouveau une attaque donc de type SQL Brute Force, l'alerte de sécurité ne serait plus présente dans ma console. Donc, vous voyez, ça peut être super utile, mais ça peut être aussi très dangereux. C'est pour ça, il faut vraiment se poser la question de est-ce que j'ai réellement besoin de supprimer ces alertes-là? Est-ce que je veux réellement ne plus les voir?
Dans un premier temps, si vous démarrez avec Azure Security Center, je vous recommande de ne pas utiliser cette fonctionnalité. Je vous recommande d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble de vos alertes de sécurité. Et après quelques mois, d'aller de façon plus granulaire et dire, OK, ben, cette alerte, c'est vraiment un faux positif. On l'a confirmé plusieurs fois. Dans ce cas-là, on va mettre une règle de suppression en place. Donc désormais, si je retourne sur mes slides, si je retourne sur mes slides, c'était un peu vraiment la dernière annonce que je voulais vous partager. Sinon, ce sont vraiment des annonces qui ont eu lieu sur la thématique de l'identité, où je ne vais pas rentrer trop en détail parce que sinon j'ai déjà dépassé le temps qui m'est alloué. Si vous voulez en savoir plus, vous former en sécurité sur la plateforme Azure, je vous recommande vraiment l'examen AZ500. Qui est vraiment très complet et puis qui est vraiment un examen deep dive, c'est-à-dire vous avez du lab pendant l'examen, vous avez aussi des questions, donc c'est vraiment, c'est pas qu'un examen avec des checkbox, donc vous avez vraiment un lab également dans l'examen. D'expérience, c'est vraiment super intéressant, même si vous passez pas l'examen, mais uniquement pour vous former et en savoir plus. Et puis, donc, pour vous former, je suis également l'auteur de cours sur la plateforme LinkedIn Learning, des cours en français. Donc, j'ai plusieurs cours, dont un cours en sécurité qui peut vous aider à préparer la certification AZ500 ou même simplement vous familiariser avec les services de sécurité de la plateforme, tels que Azure Policy, comme je le présente sur cette capture d'écran, ou encore la partie sécurité de l'infrastructure. C'est vraiment un cours qui est pas à pas et que à la fin de ce cours, j'espère que vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est la sécurité au niveau de la plateforme Azure, quels sont ses enjeux et comment remédier aux différentes problématiques de sécurité que vous pouvez avoir. Si vous avez un abonnement LinkedIn Premium, vous avez accès gratuitement à ce cours-là. Et si vous avez du feedback, n'hésitez pas à me le partager. Je suis toujours super intéressé d'avoir des retours sur cette thématique-là. Enfin, je vous ai partagé quelques liens où vous pouvez en savoir plus. Donc, je vous ai partagé également le lien de mon blog et j'en profite juste de prendre quelques secondes. La communauté Azure Québec, donc durant la pandémie, on a quand même fait des webinaires en fait, donc des présentations comme celle que je suis en train de vous faire aujourd'hui et on les a enregistrées et elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez en savoir plus, revisionner certaines parties de présentation qu'on a pu faire, ça peut valoir le coup. Cette présentation que je donne sera également disponible sur cette chaîne YouTube-là. Puis si je dis pas de bêtises, la communauté .NET Québec a également une chaîne YouTube où je vous invite également à vous inscrire dessus. Toujours pour vous former, ça c'est vraiment mon top 3 des livres sur la sécurité de la plateforme Azure que je vous invite à regarder. Surtout celui sur Microsoft Azure Security Center, qui est vraiment passionnant. Est-ce que vous avez des questions? Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, je passerai la main à mon ami Inold.